Bonjour, bienvenue à tous pour cette Assemblée Générale 2016. Nous allons donc survoler l'année 2015, une année 2015 satisfecit et vigilance. Alors, cette année, elle avait commencé par le congrès de nos 50 ans à Paris, qui vous a beaucoup plu, les retours ont été excellents. On a enchaîné par la suite avec les rencontres régionales, avec en fin d'année, le 10 décembre, la journée métier, qui nous ont permis de rassembler à peu près 500 personnes sur ces événements. Nous avons aussi pas mal avancé sur la prospection. Vous savez qu'on prospecte de nouveaux adhérents, l'objectif étant d'avoir un solde positif entre sortants et entrants. En gros, depuis 2-3 ans, le rythme, c'est 20 sorties pour une 25aine d'entrées, donc un solde positif très intéressant. Cette année 2015 a été marquée aussi par moins de formations. Vous savez que nous faisons de la formation, nous avons tenu 8 sessions cette année, nous avons reçu 25 collaborateurs d'une vingtaine d'entreprises à peu près. Alors c'est moins que les années précédentes, tout simplement parce que la réforme des fonds de la formation font qu'actuellement, il est très compliqué pour les entreprises d'avoir accès à ces fonds. Résultat, elles font moins de formation. Ce n'est pas propre à DLR Formation. Tous les instituts de formation en France en 2015 sont à moins 20, moins 30, voire moins 40% en termes d'activité. Une année aussi qui a vu la sortie du président de la commission distribution, Luc Soldermann, qui a passé la main à Antoine Lequelec, qui est notre nouveau président de commission distribution en fin 2015, début 2016, et donc vice-président de la fédération. Et Sonia Dubès, qui, notre présidente actuelle, termine son deuxième mandat de 2 ans et remet sa présidence là, à cette Assemblée Générale où nous allons voter dans quelques minutes. Enfin, un compte de résultats très intéressant. Notre trésorière vous en parlera un petit peu plus tard. Je vous rappelle que toujours, même si ça fait 3 ans maintenant que je le dis régulièrement, notre objectif est de reconstituer nos réserves, à obtenir que nous ayons en réserve à peu près une année de fonctionnement. Nous y sommes presque. Je vais en rester là pour cette année qui a été quand même dans un contexte, comme pour les entreprises, assez complexe, assez compliqué. Alors, la situation économique que vous connaissez tous, je ne vais pas revenir dessus, mais des choses qui nous sont plus spécifiques. La loi et les effets de la loi sur la représentativité des organisations professionnelles. En gros, nous sommes tenus de nous organiser pour les 5 ou 10 ans qui viennent en termes de structure, mais aussi en termes de devenir de la convention collective. Alors aujourd'hui, pas d'inquiétude, nous sommes représentatifs au titre de la loi, mais néanmoins, des incertitudes sur ce que seront ces organisations professionnelles et la nôtre dans les années qui viennent. La réforme des fonds de la formation, j'en ai parlé, pas simple non plus à gérer avec notre OPCA, AGFOMAT. Et puis la taxe d'apprentissage dont nous étions collecteurs, mais c'est terminé, ça s'arrête. La loi a aussi fait que la SDM dont nous sommes membres et qui collectait se voit cette année en année finale de collecte. Donc là aussi, il va falloir se réorganiser dans les mois qui viennent. Enfin, 3 points de stratégie que je voudrais développer avec vous et qui sont les axes qui ont été importants pour DLR en 2015. Premièrement, le bureau a autorisé l'équipe DLR à rentrer dans l'étude d'un référentiel de certification qui s'appelle Calliope. C'est une certification qui est spécialement dédiée aux organisations professionnelles. Alors l'objectif de faire certifier DLR en 2016, il est très simple. D'une part, c'est nous permettre à nous, les collaborateurs DLR, de mieux nous structurer dans notre travail quotidien. Et d'autre part, étant mieux structuré, notre service aux adhérents sera meilleur. Voilà, en 2016, ça devrait nous permettre d'entrer dans une démarche qui durera à peu près 18 mois, le temps de mettre tout ceci en place et qui nous amènera en 2017. Deuxième point très important, le fameux dossier FCTVA, Fonds de compensation de la TVA. On vous en a beaucoup parlé. Sans rentrer dans les détails techniques, je rappelle juste de quoi il s'agit. Les collectivités locales, lorsqu'elles louent un matériel, perdent la TVA. L'idée étant de faire changer la loi pour qu'elles récupèrent cette TVA lorsqu'elles font de la location. C'est d'autant plus important qu'on sait qu'aujourd'hui les collectivités locales sont moins dotées en financement, donc elles achètent moins. Alors en plus, DLR a un vrai rôle citoyen lorsqu'il rentre dans ce dossier. Alors ce dossier a donné lieu à une conférence au Sénat en septembre dernier. Nous étions à peu près 110 personnes, députés, sénateurs, le secrétaire général de l'Association des maires de France. Alors, ça a été un succès. Je sais néanmoins que certains d'entre vous me disent « Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de parlementaires dans la salle. » Et je dirais « Oui, certes, mais peu importe. C'était le pied dans la porte. » Cette action nous a permis de continuer par la suite. Et ça a donné quoi? Simplement, 16 députés ont porté le dossier à l'issue de ce colloque à la commission économique
de la Chambre des députés, qui a planché sur notre sujet. Ça a donné lieu à un dépôt d'amendement à la loi de finances 2016, qui finalement a été retiré, mais ça a attiré l'attention du ministre de l'économie, qui nous a dit « Ah, je suis intéressé par la question, préparez-moi un dossier ». Alors, dossier que nous avons préparé, nous l'avons préparé avec le calculateur de l'ERA, qui permet de faire des comparaisons selon les matériels, des avantages comparés de la location et de la vente, de l'achat. Et nous avons pris les 6 matériels les plus utilisés, les plus achetés par les collectivités locales pour faire cette simulation. Actuellement, le dossier est dans les couloirs. Là, on est en train de faire un lobbying de couloir, de remettre aux cabinets, aux conseillers, aux techniciens ce dossier. Voilà, donc ça avance, c'est loin d'être terminé. C'est un petit peu difficile de communiquer sur ce dossier actuellement. Enfin, troisième, dernier axe, mais pas le moins important, le bureau, le conseil d'administration de DLR a souhaité que DLR s'ouvre à d'autres partenaires, à d'autres secteurs frères qui pourraient peut-être éventuellement rejoindre DLR. Alors, ça a donné naissance à plusieurs rencontres, d'abord avec le secteur Gruatour. Certains de ces chefs d'entreprise étaient membres de DLR, mais pas tous. Ils ont souhaité s'organiser, créer une commission. Et aujourd'hui, nous avons une commission Gruatour qui a déjà tenu 2 réunions et une troisième hier après-midi, ici à La Rochelle. Et travaille sur ces conditions générales interprofessionnelles, conditions générales de location, sur la relation avec la FNTP, avec l'INRS, avec certaines CARSAT. Donc le travail a bien débuté et on espère avoir des résultats sur ces dossiers dans les mois qui viennent. Deuxième secteur avec lequel nous nous sommes rapprochés, c'est avec les levageurs, avec l'Union française du levage. UFL a rejoint DLR en tant que tel. J'en deviens moi-même, fin 2015, le délégué général. Et là, même chose, l'idée est de faire vivre UFL, répondre à ses besoins d'évolution de certains dossiers. On ne va pas rentrer dans les détails, mais là aussi, le travail a déjà bien commencé avec Christian Lafont, qui est le président actuel de UFL. Enfin, dernier secteur, le module, son association, l'ASIM, l'Association des constructeurs industriels de solutions modulaires, même chose, a signé une convention avec DLR pour que DLR l'aide à développer ses dossiers, prenne en charge certaines fonctions. Donc, stratégiquement, c'est extrêmement important. Ceci va nous permettre de, en 2016, réorienter ce qu'est DLR, penser à son avenir avec des entreprises qui ont une vraie logique à nous rejoindre, puisque nous sommes tous des fournisseurs de solutions et de matériel à des clients qui sont parfois très souvent les mêmes, qu'on soit adhérent DLR, ASIM, UFL ou qu'on soit dans la Gruatour. Il y a une vraie logique dans tout ceci. Et puis, j'espère, parce que des contacts sont déjà pris, mais je ne vais pas développer, j'espère vous proposer dès l'année prochaine de nouvelles pistes comme celle-ci. Je crois que j'en ai fini en ce qui me concerne. Je vais passer la parole à Florence Dupont qui va me succéder. Je vous souhaite un excellent congrès, je reste à votre disposition et je vous dis à tout de suite. Merci. Merci Hervé. Bonjour à tous. Alors, vous le savez, la commission emploi-formation DLR a pour principal but de pouvoir mener des jeunes vers nos métiers et de garantir que les formations continuent à être en phase avec vos besoins. Alors, Claire Miquel vous le disait l'année dernière, l'une des caractéristiques de cette commission, c'est son côté un peu laborieux, cette commission qu'elle préside, dans laquelle elle agit sur le terrain aux côtés des délégués régionaux emploi-formation. Laborieuse pourquoi? Parce qu'on a du mal à mesurer les effets des actions qui sont menées. Pourtant, elle est indispensable, puisqu'un certain nombre de difficultés sont encore à noter. Et je vous dirai un peu quelles sont les pistes de réflexion de la commission et puis les actions que vous aussi, tous les jours, vous pouvez mener dans vos entreprises. Cette année, nous avons participé activement à la réécriture et à la rénovation des diplômes en maintenance des matériels. Le CAP et le Bac Pro entreront en vigueur à la rentrée prochaine et le BTS sera finalisé d'ici la fin de l'année 2016 et entrera en vigueur, lui, en 2017. Alors, je tiens à remercier d'ailleurs vos représentants qui ont activement participé à ces groupes de travail et qui se sont vraiment impliqués dans ces travaux. Au niveau des difficultés, vous continuez à rencontrer, vous avez toujours du mal à recruter des jeunes en maintenance de matériel. Vous savez que vous êtes en concurrence avec le machinisme agricole. Machinisme agricole qui lui-même est confronté à la raréfaction du vivier naturel qu'il avait des enfants d'agriculteurs, puisque de 5 millions d'agriculteurs il y a 40 ans, on est passé à moins de 800 000, donc forcément ils ont également du mal à recruter désormais. Autre difficulté et risque de fermeture de classe par manque de participants.
par manque de fonds et par manque de spécialité dans nos métiers. Il faut savoir que désormais, il n'y a plus de formation depuis déjà un certain nombre d'années d'enseignants à la maintenance des matériels. Le concours est commun avec la maintenance des véhicules et la plupart des candidats viennent de l'automobile et donc ont du mal, quand ils arrivent dans nos sections, à enseigner aux élèves un métier qu'ils ne connaissent malheureusement plus ou pas. Alors, une difficulté supplémentaire à laquelle on est confronté, c'est effectivement le coût des formations à la maintenance des matériels, que ce soit pour les régions ou pour l'éducation nationale. Et puis l'implantation de nos établissements, ça malheureusement c'est un problème récurrent, je dirais, puisqu'ils sont à la fois loin de nos entreprises dans la plupart des cas et loin des populations qu'on pourrait espérer y attirer. Donc c'est un handicap supplémentaire. Et la taxe d'apprentissage, je dirais, la cerise sur le gâteau de l'année, puisque les lycées sont inquiets pour la taxe qu'ils vont pouvoir percevoir et qui se réduit au profit de l'apprentissage. Et nous-mêmes, nous avons un certain nombre d'incertitudes. Vous savez que la collecte qui était assurée jusqu'à présent par la SDM l'est désormais par AGFOS PME, AGFOMAT, notre OPCA. Mais nous avons des incertitudes sur les modalités de mise en œuvre de cette taxe et de ce que nous allons pouvoir en faire et répartir aux établissements. Donc, devant ces différentes difficultés, la Commission réfléchit et donc a lancé un certain nombre de réflexions à moyen et long terme. Alors, d'une part, peut-être demain, est-ce que nous aurons des centres de formation d'entreprises en région auprès des grands axes de circulation pour pouvoir faciliter l'accès des candidats, peut-être avec comme intervenants nos propres responsables techniques. Certaines entreprises ont déjà lancé leur centre de formation où elles forment à la fois leur personnel, mais également les candidats qui se présentent à elles, qui souhaitent se former à leur métier. Donc ça, c'est une première piste de réflexion qui est menée. Pour avancer sur ces pistes, d'ailleurs, nous souhaitons rencontrer l'inspectrice générale de l'Éducation nationale qui est en charge de notre filière, maintenance des matériels, Pascal Costa, afin de pouvoir définir avec elle et avancer sur les modalités et la façon dont la profession pourrait, aux côtés de l'Éducation nationale et des établissements, intervenir, aider, se mobiliser pour effectivement pallier à ces difficultés. Alors, deuxième piste de réflexion, nous suivons et nous participons à un certain nombre d'expériences ou d'actions qui sont menées en région pour voir dans quelle mesure celles qui réussissent pourraient être dupliquées dans d'autres régions. Donc ça, c'est aussi un des axes auxquels nous nous attelons. Et puis, à plus court terme et plus proche de nous, nous souhaitons réétayer un petit peu la commission emploi-formation, notamment dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes-Auvergne, puisque effectivement là nous manquons actuellement de représentants. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à vous faire connaître et à nous rejoindre. Et puis je finirai par ce qui vous concerne peut-être le plus près, là où chacun d'entre vous peut au quotidien intervenir et jouer un rôle efficace. Les journées portes ouvertes des lycées, par exemple, qui ont lieu en ce moment, n'hésitez pas à vous y associer, à y participer à leur côté. Vous pouvez également participer aux sélections régionales des Olympiades des métiers, qui ont lieu également ce semestre. Le concours général pour ceux qui sont dans la région sud-ouest dans laquelle il intervient. Le bus découverte qui devrait redémarrer partout en France à la rentrée prochaine. Toutes ces actions qui sont menées et qui vous permettent d'intervenir en tant qu'entreprise. N'hésitez pas non plus, en tant que dirigeant, en tant que responsable technique, responsable RH, à rencontrer régulièrement les chefs de travaux, les enseignants dans les établissements qui relèvent de votre bassin de recrutement. Cette relation vous permet, vous, de déceler éventuellement de bons candidats et puis leur permet également de pouvoir avoir accès à du matériel dont vous n'auriez plus besoin, des sous-ensembles, des pièces que vous pouvez ou leur donner, ou leur prêter, ou leur louer à des tarifs préférentiels, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Voilà, donc n'hésitez pas, plus la relation est proche et plus vous pourrez faire de choses ensemble en donnant-donnant, ou gagnant-gagnant. Prenez aussi des stagiaires, CAP, Bac Pro, BTS, licence professionnelle maintenant, tous ont besoin de périodes de formation en entreprise. Et évidemment, l'apprentissage qui permet de déceler, de former, mais aussi de déceler de bons profils et de les fidéliser surtout à vos entreprises. Finalement, c'est vous qui détenez une bonne partie de la solution. Donc engagez-vous, n'hésitez pas, impliquez-vous. Et maintenant, je vais passer la parole à Julie qui va vous présenter les travaux de sa commission. Merci. Merci Florence.
Bonjour à tous, je vais vous faire le bilan de ce qui a été entrepris cette année au service sécurité, environnement, transport. Pour commencer, le label SE+. Je vous en parle tous les ans, mais cette année, j'ai l'honneur de vous dire qu'il y a 4 nouveaux labellisés. Il s'agit d'Isermat, Mloc, Sauveloc et ELRM. Une autre entreprise a décidé de poursuivre sa labellisation, de continuer la démarche. Il s'agit de Medimat. Et ce n'est qu'un début. Pour cette année, 3 entreprises sont déjà engagées à se labelliser et seront auditées dans l'année. Je vous l'avais bien dit que ça allait marcher. Autre sujet, la Convention nationale d'objectifs avec la CNAM. Il s'agit d'un partenariat entre la CNAM et la Fédération pour permettre aux entreprises qui le souhaitent d'obtenir des financements, notamment pour du matériel ou des formations dans un but de réduire les accidents. Nous avons déjà commencé à travailler avec eux, nous avons été visités en entreprise pour identifier les situations dangereuses ainsi que les bonnes pratiques, les matériels qui existent ou les formations qui pourraient être financées dans ce cadre-là. On doit suivre leur calendrier de travail, donc forcément, ça sera disponible qu'à partir de 2017-2018. Ensuite, je voulais vous parler de la pénibilité. C'est un sujet récurrent dont je vous parle déjà depuis de nombreuses années, mais ça y est, maintenant, on est bien dans le vif du sujet. En 2017, vous aurez l'obligation de déclarer via la DADS ou la DSN si vos salariés sont concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité tels que le bruit ou le port de charge. Cela concerne toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés, et j'insiste. Rassurez-vous, ça a l'air compliqué, mais on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Et notamment, on a commencé à mettre en place un diagnostic en ligne que vous pourrez aller directement chercher sur notre site internet et qui va vous permettre, en fonction de certains paramètres que vous allez remplir, de savoir si oui ou non vos salariés sont concernés. J'animerai également des formations pour vous permettre d'apprendre à utiliser et à manier cet outil. Pour terminer, en 2015, il y a eu des précisions sur tout ce qui est réglementation machine et surtout modification des machines. Il y a un guide qui est paru sur notre site internet, mais si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation que nous organisons ici à Noisy-le-Grand le 7 avril sur la réglementation machine et notamment sur la modification. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je laisse maintenant la parole à Charlotte. Merci beaucoup Julie, bonjour à tous. À mon tour, je vais vous faire un petit point 2015 sur l'année au service social. Une année qui a été très riche en événements, très riche en actualités, notamment premièrement pour ce qui est des négociations. Alors la saga qui vous a animé pendant toute l'année, qui vous a tenu en haleine, c'est bien sûr le dossier mutuel. L'accord a finalement donc été signé au mois de juillet, vous le savez. L'organisme qui vous a été recommandé, c'est bien sûr Malakoff Médéric. J'insiste, je fais une toute petite parenthèse sur la recommandation qui n'est absolument pas une obligation. Néanmoins, plus il y aura d'adhérents, plus vous serez d'entreprises à aller chez Malakoff Médéric, plus cela permettra de mutualiser les risques et bien entendu les coûts. Une saga qui n'est pas finie puisque la loi de financement pour la sécurité sociale parue mi-décembre a remis en cause notre accord, notamment pour ce qui est du financement. Beaucoup d'interrogations encore pour 2016. Je vous invite à vous rapprocher du service social avec moi, Cyrine Farge, pour pouvoir en débattre. Alors le deuxième accord qui a été signé cette année au niveau de la branche, c'est le pacte de responsabilité. Donc, je vous fais un petit rappel en arrière. Le pacte de responsabilité, ce concept au terme duquel les branches doivent s'engager en faveur de l'emploi, en faveur de l'économie, en échange de quoi le gouvernement octroie des aides fiscales et sociales. La branche a beaucoup tardé à signer cet accord tout simplement parce que c'est une branche qui va bien, un très fort taux de recrutement en CDI à taux plein à 96% et un taux de turnover très bas à 7%. Il était donc difficile de s'engager pour l'emploi. Néanmoins, dans le même temps, la branche était montrée du doigt comme étant un mauvais élève qui n'avait pas encore signé de pacte de responsabilité. On est paru dans plusieurs journaux. C'est pourquoi la branche a finalement signé cet accord qui fait un petit peu le bilan de tout ce qui va bien dans la branche sans pour autant vous imposer des contraintes. Un pacte de responsabilité donc qui a plutôt une connotation politique pour montrer vraiment que la branche est active et qu'elle va bien, mais pas d'obligation.
Également, comme accord signé cette année, l'accord qui met en place la contribution conventionnelle. C'est une simple application qui découle de la loi, pas de difficultés particulières. Et également un accord formation qui vise à intégrer dans notre branche tout ce qui est disposition par rapport à la formation, le compte personnel de formation notamment. Le service social, ce n'est pas que les négos, c'est aussi également le SVP téléphonique. Alors 2015 montre que vous êtes toujours aussi nombreux à nous solliciter. Néanmoins, on peut noter qu'il y a un très fort taux de questions de plus en plus complexes et ça témoigne un petit peu de votre confiance envers le service social. Je vous invite donc pour 2016 à continuer de nous solliciter. Un autre temps fort du service social, c'est bien entendu le club RH. Alors le club RH, c'est un lieu de rencontre pour vos personnes en charge des questions sociales, que ce soit les comptables, les RH ou parfois les dirigeants eux-mêmes. C'est une journée qui permet de faire le point sur la réglementation en droit du travail et les pratiques concrètes au quotidien. Un succès pour l'année 2015 puisque nous avons accueilli près de 40 participants à chaque session, l'une la veille du congrès et la seconde au mois de novembre. Enfin et pour finir, 2015 a permis également de développer les formations avec notamment la réalisation des formations sur les nouvelles technologies en droit du travail, une formation qui sera renouvelée en 2016 avec également la création de la formation sur une initiation aux ressources humaines au droit du travail et sur les clauses du contrat de travail. Voilà pour l'année 2015 qui, comme je vous le disais, avait été riche en événements. 2016 ne sera pas en reste, notamment suite à la loi Rebsamen et aux évolutions du droit du travail qui sont annoncées pour 2016. Je laisse désormais la parole à Hervé.